The issue of petrodollars is an interesting one because the time that became a very prominent term was in the 70s when the price of oil suddenly went up tenfold. And for a brief period of time, most of the OPEC countries were literally rolling in money. The numbers in Saudi Arabia, for instance, of what their per capita income was like when the 70s started and what the per capita income was like by the time oil prices peaked in the early 80s is just astonishing. During that period, the OPEC trade surplus totaled $700 billion. But what would they do with so much money? La question des effets d'un enrichissement brutal des pays producteurs est une question controversée qui est assez difficile parce que souvent on entend des choses très extrêmes en disant cet argent a été complètement gâché dans les pays producteurs, ils n'en ont rien fait, ils ont fait des palais, ils ont acheté des armes aux pays occidentaux. Je crois que les choses sont quand même plus compliquées. D'abord, quand on visite ces pays, on voit qu'ils se sont considérablement transformés. Et pour beaucoup d'entre eux, il y a un développement, les villes n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 40 ans. L'éducation, le système éducatif s'est considérablement développé. C'est vrai dans les Émirats, à Koweït, à Qatar, en Arabie même. Les pays ont été considérablement transformés. Donc de dire que rien n'a été fait, ça me paraît une méconnaissance complète du terrain. Il est vrai également qu'il y a eu de l'argent mal employé, des dépenses militaires parfois extravagantes, ou des dépenses somptuaires. Je crois que là, vous savez, les États, c'est pas très différent des individus. Quelqu'un qui s'enrichit brutalement, en général, il fait pas un usage très modéré et très raisonnable de son argent. Donc l'enrichissement rapide conduit à faire un certain nombre d'excès. Nevertheless, some OPEC members try to use their petrodollars as a means for development. That was the case in Algeria, which was still fueled by its revolutionary desire. C'est incontestablement une chance pour un pays que de disposer de richesses naturelles, y compris quand c'est des hydrocarbures. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire que c'est une chance pour un pays de pouvoir disposer d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Alors, ces richesses, lorsqu'elles sont bien exploitées, peuvent générer des revenus substantiels qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent permettre de faciliter la tâche aux dirigeants d'un pays pour développer, pour moderniser son économie. Alors la tâche était dure dans un pays comme l'Algérie, et pas uniquement dans un pays comme l'Algérie, dans d'autres pays de l'OPEP. La tâche était dure parce qu'on partait de très loin. Les structures sociales, les structures économiques n'étaient pas peut-être prêtes à absorber des revenus aussi importants d'une manière centralisée. Il se peut que le problème était génétique au départ. Despite this, some sectors like health and education in both Algeria and Iraq achieved spectacular development thanks to oil money. But other projects that were too ambitious or irrelevant simply failed. The temptation of heavy industry is a good example of such failure, and Algeria experienced it bitterly. Badly advised by the Soviets, they launched into an extensive industrial program to compete with the Western countries on their own terms. It was a total failure. But however different they were, all OPEC members were to experience the same kind of failures. And they were the symptoms of a common disease, underdevelopment. Le sous-développement, ce n'est pas seulement un revenu par tête d'habitant plus faible qu'ailleurs, c'est une mentalité, c'est une composition sociale, intellectuelle, un niveau éducatif, une maîtrise des mécanismes de l'économie, de la croissance, c'est un tout. Et un pays sous-développé est bien entendu moins bien armé qu'un pays développé pour maîtriser des événements majeurs qui bouleversent son destin. Et on le voit très clairement dans la manière dont la manne pétrolière a été gérée par un pays comme la Norvège, pays développé,
et par des pays de l'OPEP qui font partie de la zone sous-développée. La Norvège n'a jamais sombré dans les problèmes que les pays de l'OPEP ont connus, car elle a su tout de suite, et c'est la deuxième raison, geler, pratiquement mettre dans un frigo une partie des flux pétroliers, des revenus pétroliers, pour ne pas déstabiliser son économie. Car ce deuxième facteur est très important. Lorsque dans n'importe quelle économie, qu'il s'agisse dans ce cas d'une économie développée ou d'une économie sous-développée, lorsqu'il y a un facteur déstabilisant qui intervient, soudainement, eh bien, si on n'est pas capable de créer une séparation entre ce facteur et le reste de l'économie, on en subit immédiatement et de manière inéluctable les conséquences. Le troisième facteur, c'est un facteur propre à toute rente, qu'elle soit pétrolière ou autre. Une rente, c'est par définition l'assurance d'une source de revenus parfois permanente, durable et importante. Cela veut dire que dans l'esprit des acteurs dans un pays donné, c'est la voie ouverte à la facilité. C'est pas grave si ça va mal, la rente, qu'elle soit pétrolière ou autre, va nous aider à nous en sortir. In Nigeria, the sixth largest oil exporter in the world, such income had catastrophic consequences. This country is one of the most populated on the African continent, and it is also one of the richest in hydrocarbon. When oil money started to pour in, people stopped growing cocoa and groundnut, which had provided the country's main income since colonial times. In just a few years, much of Nigeria's agricultural land stood idle, and mass migration was occurring. Venezuela suffered the same tragedy when production of coffee collapsed. The consequences were the same as in Nigeria, a mass exodus from the countryside to towns, turning them into powder kegs. For the Gulf monarchies, the situation was different. New towns sprang out of the desert to the benefit of Western companies. They were the most striking examples of the dramatic effect black gold could have in just a few decades in these underpopulated desert countries. In the 1970s, the people greatly benefited from oil wealth, a useful tool to ensure social peace, even though it gave them a less entrepreneurial spirit. A few Western executives and a great number of Arab and Asian immigrants coming from poor, overpopulated countries ensured the smooth running of all public and private sector activities. As for the ruling families, they took advantage of the years of plenty to become personally richer by investing a substantial part of their country's oil income on the international financial market, and their own wealth grew at the expense of the nation. In the Gulf countries, as in many OPEC countries, there was little room for democracy or the modernization of society, which had marked the 1970s and 1980s.